Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la 6e défaite d'affilée en championnat des hommes de l'Aslo Bologna. C'était donc samedi après-midi à Nice face aux Dauphins du PSG. Alors la sinistrose est désormais bien installée, on fera le point à quelques jours de la fin du mercato. Pierre Driussi va-t-il réussir à nous sortir une ou deux recrues avant la clôture le 31 janvier au soir? Le FC Metz se dirige-t-il inexorablement vers la Ligue 2? L'avenir de l'Aslo Bologna à la tête de l'équipe après 6 défaites plus une élimination en coupe peut-il déjà être remis en doute? Voilà donc le programme et pour en débattre, j'accueille 3 beaux gosses. À commencer par Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Ouais, on est, c'est un petit peu la sinistrose pour les chroniqueurs aussi ce matin au moment où nous enregistrons le podcast, mais on va essayer de trouver du positif, même si c'est difficile. Tu bien remis de ta soirée octogone hier? Ouais, je vous avoue que, j'ai failli entrer dans le ring pour me prendre une droite perdue pour oublier le match de Nice, mais j'avais besoin il fallait quand même rester bien dans l'esprit pour le podcast. Alors lui, il était occupé avec les volleyeuses du TFOC hier soir pour se redonner un peu de baume au cœur. Enzo Peretta est avec nous. Salut Enzo. Salut Gérard, salut à tous. Donc c'est donc ça ton secret, alors allez voir Terville-Florange pour voir du beau spectacle et des victoires alors. Ouais, donner un peu le sourire parce que c'est vrai qu'en tant que pour le FC, c'est un peu compliqué de le trouver en ce moment. Et enfin, notre breton préféré, Mehdi Abirez est avec nous. Salut Mehdi. Salut Gérald, salut à tous. C'est vrai qu'à Rennes on voit du meilleur football qu'à Metz, je vous le cache pas. Et ça c'est très frustrant des fois. D'ailleurs Mehdi, j'ai écouté le replay de l'Indice Graouli de lundi dernier. La sinistrose a été déjà bien ancrée en toi. J'imagine que le discours d'aujourd'hui sera dans la même veine. Complètement. Alors messieurs, 6 matchs, 6 défaites. Seulement un but inscrit durant cette période. Le FC Metz est dans une spirale infernale. Et la défaite hier à Nice est un peu l'archétype des rencontres du club à la Croix-de-Lorraine depuis maintenant plus de 2 mois. Hier donc on a droit à toute la panoplie, une défaite 1-0 sur un penalty qui d'ailleurs après analyse des images était bien justifié. 33% de possession, seulement 2 tirs dont un seul cadré. Alors Arthur, hier le FC Metz a malheureusement fait du FC Metz, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça le problème. On a l'impression que depuis quelques matchs, c'est un petit peu un jour sans fin. Les scénarios se répètent, les journées se suivent et se ressemblent. Parce qu'on n'a pas le sentiment que cette équipe elle est loin au score, parce qu'il y a que des défaites 1-0. Il y avait une défaite 2-1 contre Brest aussi de mémoire. Mais surtout sur ces dernières sorties là, en ce début d'année 2024, le club ne prend en fait aucun risque. On est solide défensivement, certes. On est courageux, honorable, valeureux. Mais tu vas pas chercher un maintien en mettant seulement ces ingrédients-là. Dans d'autres sports, on peut dire que tu joues que d'un côté du terrain, à savoir en défense. Mais si tu ne te mets pas en mesure d'avoir des occasions franches, des situations, même contre une équipe contre Nice qui est comme une équipe niçoise qui est deuxième du championnat, tu n'iras chercher strictement rien. Je suis persuadé que la philosophie du FC Metz, si elle reste la même face à Lorient la semaine prochaine, le résultat sera le même. Parce que on a le sentiment que cette équipe, je pense pas qu'elle ne veuille pas, mais elle ne peut strictement rien faire offensivement sans un changement drastique de mentalité. Et c'est très très inquiétant. Enzo, qu'est-ce que toi tu vas retenir de cette rencontre? Est-ce que, alors par exemple, je vais tester, on va essayer. Est-ce que tu as vu des signes positifs, toi? Oui, franchement oui, surtout au niveau défensif, je trouvais Traoré, Kandé toujours, même si Kandé fait la faute, qui pour moi assez sévère sur le penalty, mais je trouve on est assez solide défensivement. Mais après, je suis d'accord avec Arthur, offensivement c'est beaucoup trop faible. Il manque clairement ce numéro 10 pour accompagner Mikko Tadze, parce que mis à part Kevin Van de Kerkhoff sur son côté droit, on voit que très peu de joueurs lui donnent de ballon et du coup
on peut espérer guère mieux, je pense, dans les matchs. On voyait sur les saisons précédentes, on cherchait plus à marquer, même sur ça, on a fini relégué comme en 2022 avec Depréville ou encore en 2018 avec Nolan Roux. Au moins, on essayait de marquer. Là, il y a vraiment rien de rien. On défend, mais après, on essaye de rien faire devant et je trouve que c'est sûr que comme ça, on va pas pouvoir chercher le maintien, quoi. Alors moi, j'avais vu du positif dans les 15-20 premières minutes, honnêtement. J'ai trouvé qu'il y avait un petit pressing qui était intéressant. On savait à peu près quoi faire du ballon et du coup, il y avait de l'animation offensive parce que finalement, on parle toujours de cette animation offensive qui est inexistante. Moi, le problème pour moi, il est collectif, il est surtout au milieu du terrain. Mehdi, comment t'expliques toi cette inertie dans le jeu depuis maintenant 6 rencontres et encore plus hier, hein, c'était flagrant. Ça part des principes de jeu de Laszlo Bologna. J'aime beaucoup rappeler cette phrase. Laszlo Bologna, il dit que c'est plutôt un joueur d'échecs qu'un joueur de poker. Le souci, c'est que dans la situation actuelle, il faut prendre des risques. Et encore une fois, c'est ce qu'on ne sait pas faire. T'as raison, Gérald, quand tu dis que le début du match était intéressant. On a vu un bloc messin plutôt haut, on a vu des gens tenter des choses. La finition n'était pas forcément au rendez-vous, mais à la limite, c'était pas très grave. On a vu quelque chose, on a vu un peu d'animation. Et ensuite, on est revenu à nos principes de base, c'est-à-dire qu'on a commencé à reculer et on a commencé à subir. Nice n'est pas forcément très friand d'occasion, mais ils savent les placer quand il le faut. Et nous, on subit et on n'arrive pas à faire grand-chose. C'est un peu le problème, on en parlera, je pense, plus tard, mais c'est un peu tout le problème de cette équipe cette saison, c'est que quand on n'est pas capable de faire le jeu, mais qu'on n'a pas la volonté de le faire non plus, qu'il n'y a pas un sentiment de révolte, ne serait-ce qu'un petit supplément d'âme après une ouverture du score, quelque chose comme ça, tu peux pas aller bien loin. Oui, on attend trop d'exploits finalement dès qu'il y a un ballon. Alors moi je trouve, je sais pas Arthur, tu me contrediras peut-être, je trouve qu'on ne sait plus sortir les ballons comme on le faisait en début de saison. On n'arrive plus à se projeter vers l'avant parce que rester derrière attendre. Si tu as les joueurs après derrière qui sont capables de se projeter, c'est faisable. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne sait plus le faire. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis assez d'accord avec toi. Peut-être pas qu'on ne sache plus le faire, mais on a peut-être peur de le faire. C'est parce que sur les 20 premières minutes, on a même vu Danley Jean-Jacques qui se projetait dans cette position de relayeur, qui avait mis un bon ballon pour Mikotadze de mémoire, quand il fait son crochet sur Dante et qui se fait reprendre par Melvin Barr. Mais depuis le faux penalty, l'action en première mi-temps qui a résulté d'un hors-jeu sur Nguessan, le Niçois, j'ai l'impression que depuis cette action-là, il y a une piqûre de type avertissement, attention, l'OGC Nice peut faire mal. Et depuis, le FC Metz a joué avec le trouillomètre à 0. Sur la fin de première mi-temps, alors petite anecdote personnelle, j'avais 2-3 bricoles à faire pendant la pause. Je me suis dit, mais purée, ça passe pas. Le temps ne passe pas parce que le FC Metz était campé dans sa moitié de terrain et n'arrivait pas à ressortir un ballon. Et le pauvre Georges Mikotadze a perdu un nombre incalculable de ballons parce que on lui filait la gonfle, il était complètement esselé, il essayait de chercher des fautes, il a fait des erreurs techniques aussi. Georges Mikotadze, il n'était pas dans un grand soir à Nice, mais c'est compliqué d'être dans un grand soir quand t'es attaquant et que t'es complètement laissé à l'abandon d'une certaine manière pendant les 3/4 du match. Il lui manque encore ce petit coup de rein, peut-être qu'il le retrouvera dans quelques matchs, mais c'est terrible depuis cette 20e, 25e minute. On a le sentiment que l'FC Metz n'a pas ressorti un ballon propre et il a fallu attendre la vague de changement quand il y a eu 1-0 pour le GC Nice pour une vague réaction, encore que pour avoir des mecs capables de mettre un peu le pied sur le ballon. Contraint et forcé peut-être par la physionomie du match et par le score, mais c'est très nettement insuffisant. On l'a vu, Enzo, les rares moments en deuxième période où Metz avait la balle, on voit les 3 attaquants qui sont sur la même ligne, qui attendent finalement le ballon. Il se passe rien en fait. Il n'y a pas de proposition pour le porteur du ballon comme on voit dans les autres équipes. Oui. Vas-y, excuse-moi. Non, je voulais dire est-ce que t'as remarqué ça aussi? On le remarque pas que sur ce match-là, on le remarque depuis maintenant, j'ai envie de dire pratiquement
peut-être pas depuis le début de la saison, mais au moins depuis 6-7 matchs, on voit vraiment que cette équipe est un peu coupée en deux, quoi. Les attaquants esselés et le reste, tous derrière, et voilà, on attend que ça se passe. Mais comment tu te maintiens comme ça, toi? On peut pas, c'est impossible. Et on disait pareil déjà quand il y avait Tété, Soupignan et Simon Lisor, mais je suis pas sûr qu'avec Mikotadze ça sera peut-être un petit peu mieux. Il marquera peut-être 1 ou 2, 3 buts, mais on pourra pas espérer se maintenir comme ça. C'est impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, Mehdi? Je suis désolé, c'est tombé encore une fois sur toi. Comment on explique ça? Comment les hommes sont les mêmes pourtant? Il n'y a pas eu de changement fondamental dans l'effectif. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est les limites d'un effectif qui n'est pas forcément taillé pour la Ligue 1. C'est peut-être redondant à force de l'entendre, mais on n'a pas forcément l'effectif taillé pour la Ligue 1. La saison dernière est une saison exceptionnelle. On a profité de beaucoup de vents favorables, mais on savait tous à la fin de la saison, quand on est monté, qu'il fallait renforcer cette équipe. Et ce qu'on l'a fait, on a tenté des choses, et tous les recrutements qu'on a faits ne sont pas forcément, n'ont pas été excellents. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on récolte ce qu'on sème, mais on pouvait s'attendre à ça. C'est pour ça que quand on parlera de l'AS Bologne et son avenir à Metz, il faut être mesuré, parce que quand on voit l'effectif, le 11 qu'on a sur le papier, moi je ne veux pas cacher que quand j'ai vu le 11 de départ contre Nice hier, j'avais un peu le sourire. Je me dis que c'est rare qu'on avait, si on laisse Amine Camara de côté qui est encore à la CAN, c'était rare un 11 aussi solide. Et sur le papier, moi ça me plaisait. Et on se rend compte que peu importe les joueurs sur le terrain, la philosophie Messi ne change pas. Et peut-être que là, ça va au-delà des joueurs. Il faut peut-être changer autre chose, encore une fois. Alors Arthur, justement là, donc je vais te redonner la parole. Le constat c'est toujours le même, donc pas de fond de jeu, une incapacité chronique à garder la balle, à gagner des duels. On a encore vu des joueurs qui se faisaient manger physiquement. Alors au-delà des injonctions à trouver 1 ou 2 renforts offensifs au mercato, il faut se rendre à l'évidence, comme l'a dit Mehdi à l'instant, le FC Metz n'est actuellement pas une équipe au niveau de la Ligue 1. Bah en fait, pire encore que ce que disait Mehdi, l'équipe de Ligue 1 cette saison, on a le sentiment qu'elle est plus faible que l'équipe de Ligue 2 la saison passée, puisque les renforts qui sont venus cet été n'en sont pas vraiment, à l'exception de Kevin Van Den Kerkhoff. Jean Nguessan est probablement sur le départ, donc c'est un joueur qui n'a jamais su s'imposer. Maxime Collin a pris la place de Kofi Kwao. J'y vois une légère plus-value, mais on est dans le même standing en termes d'apport, même si Maxime Collin est un profil plus défensif et moins porté sur l'offensive, plus sécuritaire avec plus d'expérience. RL malheureusement n'était pas là, mais en ce qui concerne l'attaque, des garçons comme Sabali, j'ai pas le sentiment qu'il progresse. Le gap de la Ligue 1 c'est beaucoup trop élevé pour lui, et le fait d'avoir vendu Youssef Mazis parce qu'il ne voulait pas prolonger son aventure avec le FC Metz, il lui restait 1 an de contrat. Au final, on se rend compte que même si c'était pas le meilleur des animateurs en numéro 10, c'est quand même une solution plus cohérente que d'avoir des garçons comme Danley Jean-Jacques ou Jean Nguessan très haut sur le terrain. Quand on voit qu'on fait rentrer j'ai oublié son nom, Benjamin Tété sur le côté gauche, qui lui est une recrue qui a été très chère, qui est une grosse erreur de casting, on se dit que des garçons qui sont partis, ils auraient largement eu leur place dans cette équipe-là. Donc Laszlo Bologna fait avec ce qu'il a. Ça va être difficile de révolutionner le football avec les forces vives dont il dispose dans son effectif. Mais moi, j'essaie de me mettre dans sa tête. Je me dis que Laszlo Bologna pense avoir un effectif tellement faible, qu'il ne peut pas faire autrement que du jeu minimaliste. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut faire autre chose, mais Laszlo Bologna se dit que c'est le meilleur moyen de prendre des points, ouais. Même si c'est laid, c'est le meilleur moyen possible. En témoigne le classement qui, pour moi, ne reflète pas du tout le niveau du FC Metz, qui, pour moi, techniquement parlant, en tout cas, parce que défensivement, il faut reconnaître que c'est solide. Techniquement parlant, c'est la pire équipe de Ligue 1, pire que Lorient, pire que Clermont.
Enzo, Arthur a dit un truc qui fait un peu peur et qui est vrai, un constat. On a l'impression que l'équipe est une nouvelle fois plus faible qu'elle ne l'était avant le mercato. Qu'est-ce que t'en penses? Tu parles avant le mercato estival Celui-là, hivernal. Hivernal. Parce que c'était déjà le cas au début de saison. On disait déjà que avec le départ du Mikotadze et de Maziz, l'équipe était plus faible et s'était pas renforcée. Et là, on a encore poussé le bouchon plus loin, avec le départ d'Elisor, entre autres. Ouais, mais après, ce mercato hivernal est un peu la traduction d'un mercato estival raté. On voit que N'Guessan est parti, enfin, pratiquement parti. Elisor, c'est pareil. Quand les autres, Estupiñán, Tété, on voit que c'est clairement des erreurs de casting, même si Estupiñán, bon, on l'a pas beaucoup vu, mais on voit que cette équipe, c'est encore plus affaibli. Déjà, l'an dernier, on était déjà, je trouve, comme l'a dit Arthur, on était déjà sur des vents qui étaient bien en notre faveur, parce que voilà, il y a des matchs où on aurait pu perdre l'an dernier et puis et ne pas monter. Mais le départ de Maziz, oui, je trouve que c'est clairement une erreur. On voit clairement qu'il manque cette année en tant que numéro 10. Et voilà, quoi. Comment on va pouvoir continuer la saison comme ça, quoi. Surtout, comme l'a dit Arthur, voilà, on est vraiment l'équipe la plus faible techniquement en Ligue 1. Parce que voilà, heureusement que Clermont et Lorient défensivement c'est très mauvais et du coup ils sont encore derrière nous au classement. Mais voilà, si eux ils commencent à se renforcer dans ce mercato hivernal défensivement, on finira, je pense, pour moi, dans les toutes dernières places, 17 ou 18. Hein. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, par rapport au départ de Youssef Maziz, le futur départ de Kofi Kouao aussi vers Schalke, de Simon Elisor, Ouais, ça fait... tous ces départs là, en fait, c'est des économies de bout de chandelle parce que on a fait des erreurs sur le mercato estival. On essaye de dégager un peu de masse salariale, de potentiellement, vu que c'est des prêts avec option d'achat, avoir un peu de sous pour le prochain été. Et aussi peut-être mettre quelques euros sur le salaire d'un bon joueur cet hiver, mais le FC Metz sonde plein de joueurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, sonde plein de joueurs et c'est compliqué d'être attractif. Non seulement parce que tu as moins de moyens que d'autres concurrents comme Lorient par exemple, en témoigne l'échec de la piste Imran Louza, mais aussi au-delà de l'aspect financier. Techniquement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est peut-être pas forcément attractif pour des joueurs qui regardent le championnat de France et qui se disent tiens, je vais pas m'amuser dans cette équipe-là qui attaque très peu, quoi. Puisqu'on est dans le mercato, hein, parlons-en, hein, on va continuer là-dessus. Mehdi, c'est le 4e mercato de Pierre Drey aussi. Est-ce qu'on peut, alors à 3 jours, je sais que c'est peut-être encore un peu juste, mais est-ce qu'on peut déjà parler de fiasco? Est-ce que tu crois qu'avec son portefeuille qui est malheureusement très mince par rapport à son carnet d'adresses qui, lui, semble-t-il, est immense, est-ce que tu penses qu'il va réussir à nous dénicher un ou deux sauveurs dans les 3 jours? Alors, on va attendre effectivement pour parler de fiasco parce que on peut être très surpris. Moi, quand je vois les noms qui sont sortis par différents canaux de presse, j'avoue que je suis un peu surpris. On n'a jamais été. Alors, on a déjà eu des retraités un peu célèbres, type Malouda ou Wiltor, mais je suis un peu surpris parce que quand on nous explique que financièrement on n'a pas les moyens de s'acheter ou d'avoir des joueurs, des grands joueurs de qualité, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre de tenter. Peut-être qu'on essaye de se dire sur un malentendu, il baissera son salaire ou des choses comme ça. J'avoue que je comprends pas trop la stratégie. Après, effectivement, Pierre Drey aussi. Alors, il nous avait promis qu'il avait un bon carnet d'adresse et qu'il connaissait mieux le marché de la Ligue 1 que de la Ligue 2 à l'époque. Mais c'est ce qu'on disait aussi à l'été, c'est que financièrement, quand ça va pas, et Bernard Serin l'a dit ces derniers jours, ils avaient pas les sous pour acheter à nouveau tour de bras. Ça pose un problème et au final, l'argent est toujours le nerf de la guerre et malgré tout le réseau qu'on peut avoir, plus ce contexte actuel qui fait que le FC Metz n'est pas forcément agréable à voir jouer. Déjà, l'année dernière, en Ligue 2, on se faisait doubler. On avait une piste Gaëtan Charbonnier, je crois. Il avait préféré jouer le maintien avec Saint-Etienne.
ça dit des choses sur la capacité du club à se rendre attractif. Donc, ouais. Je suis pas. On attendra de voir le 31 janvier à minuit pour faire nos premières conclusions. Mais il est vrai que d'attendre comme elle était aussi tard pour se renforcer, c'est déjà une preuve que le mercato n'est pas forcément réussi. Arthur, c'est ce que disait Mehdi. On voit par exemple qu'on se fait griller par Amiens pour un mec comme Kakuta, parce qu'on n'arrive pas à s'aligner sur les salaires. Et derrière, tu as le quotidien L'équipe qui te sort des noms à la Pjanic qui doit toucher un bon petit chèque en Arabie Saoudite là, je crois. Ouais. Aux Émirats Arabes Unis, pardon, ouais. Enfin, on marche sur la tête. Rappelle-nous un petit peu les noms, les rumeurs, parce que je crois que tu connais bien le dossier justement. On a effectivement le nom de Kakuta qui a filtré, Pjanic, Yadem Villa, il y a aussi la petite Valentin Esric qui pourrait être activé, mais tout ça on a le sentiment que c'est des noms qui, l'équipe révèle qu'il n'y a pas eu plus de démarches que ça de la part du FC Metz. Ok, c'est des joueurs auxquels on pense qu'ils sont sur la liste, mais j'ai l'impression que du côté de la cellule de recrutement, on veut essayer de brasser large. Peut-être qu'à la fin du mercato, il y a un petit sentiment d'urgence et de panique à signer un joueur, voire même deux. Alors en attaque, il y a eu le retour de Georges Mikotadze, mais il y a eu la piste Cardona qui est parti à l'AS Saint-Etienne, il me semble. Le Paul d'Épinal qui a finalement choisi de jouer en Ligue 2 avec Angers. Peut-être que dans son cas particulier, il a plus de temps de jeu probable en Ligue 2. Mais il y a pas mal de noms qui circulent et malheureusement c'est cher un joueur qui connaît l'expérience de la Ligue 1. C'est cher un joueur qui peut te changer la face d'une saison comme cela et très nettement rehausser ton niveau technique. Et tu parlais des émoluments de Gaël Kakuta à Amiens. Alors j'ai pas son salaire exact en tête, je suis pas comptable, mais de ce que je sais, il a un bon salaire de Ligue 1. En Ligue 2, donc dans un club de Ligue 1 entre guillemets normal, qui peut se permettre de mettre des bons salaires, il aurait sa place. Mais au FC Metz, on n'a pas forcément l'envie ni la possibilité de réaliser cet effort pour un joueur de 32 ans de mémoire. Enzo, je reviens sur Kakuta. Apparemment, ce que j'ai vu dans la presse, c'était il toucherait à Amiens environ 45 000 par mois net. Donc c'est sûr, pour la Ligue 2, c'est un gros budget, c'est un gros salaire, mais après c'est que... Tu peux doubler, je pense. De quoi ? Tu peux doubler, je pense. De quoi, le 45 000 ? Ouais. C'est les chiffres que j'ai entendus. Ouais, mais après c'est quand même étonnant qu'un club comme Metz ne puisse pas quand même s'aligner sur Amiens, quand même, qui est quand même pas une grosse écurie Ligue 2 comme peut être Saint-Etienne ou Bordeaux. Bordeaux, ouais. Mais puis aussi on avait attendu à Metz aussi la piste menant à Belhanda aussi. Je crois qu'il est pourtant Belhanda il sort pas je crois j'ai regardé un peu ses stats en Turquie, il sort pas d'une grosse saison. Si on ne peut même pas attirer des joueurs comme ça, je sais pas qui on va pouvoir attirer à part des joueurs plutôt dits de seconde zone, quoi. Mehdi ? Après, tout est question d'ambition aussi. Hier, Pierre de Rossi était questionné par Amazon justement sur les pistes Yadem Villa. Et ce que dirait aussi à cette rumeur, alors ce qui peut s'entendre, c'est que Lamine Camara va revenir et que au final, c'est pas forcément une priorité de le faire signer. Donc, c'est-à-dire qu'il considère qu'on a déjà ce qu'il faut au milieu de terrain pour pouvoir continuer jusqu'à la fin de la saison comme ça. Est-ce que c'est une façon de dire on n'a pas les sous? Là c'est pareil, donc on va pas revenir là-dessus. Est-ce que c'est une façon de dire non, en fait on a déjà ce qu'il faut? Et là c'est une autre interprétation à avoir, car ok, Lamine Camara est génial, il fait une super CAN, etc. Personne ne doute là-dessus, mais c'est en face, enfin à côté de lui il y a Sadio Mané, il y a Habib Diallo, il y a beaucoup de joueurs. Voilà, et c'est pas forcément au FC Metz, il y a dans les Jean-Jacques, il y a Cheikh Sabali et il y a Joya Soro, c'est pas comparable si vous voulez. Donc
Moi, j'ai été un peu interpellé par cette réponse parce que c'est quand même au milieu de terrain qu'on a des besoins. Et alors, Yann M'Vila n'est pas forcément un 10, voilà, par excellence, mais c'est le message envoyé est assez alarmant, je trouve. Et surtout qu'on a personne sur le banc, encore une fois. Voilà. C'est des joueurs, s'ils se blessent, t'as personne derrière. T'as laissé partir Maïga, tu laisses partir Nguessan. Bon, c'est assez alarmant quand même, Arthur. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est vrai que, enfin, ça aurait pas été de trop, hein, un joueur de plus, étant donné les départs sur le poste de milieu défensif. Mais peut-être qu'on se dit que la priorité, c'est vraiment d'avoir ce milieu offensif qui peut changer justement la phase de l'équipe, parce que déjà sortir le chiquier pour un gros salaire, ça paraît compliqué. Alors j'imagine pas deux sur un secteur où on a déjà nos deux titulaires avec Jean-Jacques et Endora, mais puis potentiellement Ndukidi dans la rotation. Donc ouais, c'est assez complexe. J'avais aussi lu dans l'équipe que le FC Metz voulait chercher un autre attaquant. Alors le nom de Ibrahim, il me semble son prénom, Salah de Rennes, pas confondre avec l'excellent joueur de Liverpool, est sorti. Mais ça aussi c'est cher, même en prêt, c'est cher pour le FC Metz qui peut pas s'aligner. Et c'est pas forcément extraordinaire pour le coup. Ibrahim, il a mis un doublé contre le FC Metz quand même. Il a été servi. Il a été servi, mais c'est vrai que pour le voir jouer un petit peu, puisque je suis à Rennes avec mes collègues. D'ailleurs, les supporters du Stade Rennais, dans leur majorité, ne sont pas extraordinairement emballés par ce jeune. Peut-être que pour le FC Metz, ça serait pas mal, hein. C'est vrai que toute proportion gardée, on n'a pas les mêmes ambitions que Rennes, mais bon, ça démontre aussi le fait que on sait pas aussi se faire violence, peut-être financièrement. Alors c'est très facile à dire, mais quand tu vois des Lorient, ce que Lorient fait sur le mercato, bien qu'ils aient plus d'argent, je doute qu'en cas de descente, tout cet argent investi soit forcément remboursé. Il y aura pas forcément de retour. Mais c'est peut-être le prix à payer pour tenter de rester en Ligue 1. Et dans un contexte d'ascenseur comme le FC Metz fait depuis 15 ans, on peut peut-être au moins une fois essayer. En fait, le problème majeur du FC Metz sur ces derniers recrutements, c'est que on a payé le fait d'avoir recruté des joueurs un petit peu obscurs, des Skouka, etc., qui sont des erreurs de casting. Il y en a trop dernièrement qui plombent les finances. Alors, on parlait de Pierre Drey aussi, de son carnet d'adresses. Moi, de ce que c'est compliqué en interne parce que Bernard Serin a probablement plus l'oreille tendue à son conseiller Lucien Donofrio, qui est dans le milieu depuis très longtemps. Que Pierre Drey aussi, au final, ils collaborent que depuis très peu de temps ensemble, Pierre Drey aussi et Bernard Serin. Et c'est peut-être compliqué pour le directeur du football, qui est Pierre Drey aussi, de se faire entendre de son président en disant président, il faut mettre tant et tant sur ce joueur de Ligue 2, par exemple, comme la réussite Van den Kerkhoff. Mais c'est ce genre de joueur, en fait, qui peuvent faire passer un cap au FC Metz. Des joueurs qui étaient bons en Ligue 2, qui peuvent arriver en Lorraine pour quelques millions d'euros et essayer de s'adapter à la Ligue 1. Parce que quand on regarde les mercatos sur les 10 dernières années, les joueurs sur lesquels le FC Metz a réussi une plus-value et qui ont compté sportivement sont très souvent des joueurs de Ligue 2, des Simon Fallette, par exemple. Donc ouais, Santonze aussi avant qu'il pique sa crise. Donc la réponse, elle est peut-être là, mais là, dans ce milieu de terrain, il y a besoin de quelqu'un d'expérience. Messieurs, on va clôturer cette grosse parenthèse mercato. Alors je sais qu'on devrait attendre encore au moins le match face à Lorient pour en débattre, mais j'ai envie de lancer ce débat dès aujourd'hui. On a vu hier encore un coaching, je dirais, un peu farfelu en fin de match, avec par exemple Benjamin Tété sur un côté, par exemple. Le tout en catastrophe dans les 10 dernières minutes. Alors, je vais poser la question. Elle fait mal, je sais. Laszlo Bouloni est-il au bout de ses idées et est-ce que sa légitimité à la tête de l'équipe peut déjà être mise en doute? Mais Enzo, à toi l'honneur.
Ben, moi, Tiens la patate chaude. de quoi? Prends la patate chaude. Ouais. Voilà. Non, bah, je pense si on perd le prochain match, enfin le match contre Lorient, je pense oui, il faudra forcément se poser la question parce que là, ça fera 7 défaites d'affilée. Je pense que dans bien d'autres clubs, je pense la Bologna aurait été déjà éjectée depuis déjà quelques temps. Je crois que Pierre Rossi a dit hier sur Prime qu'il n'était pas comment dire menacé pour le moment. Je pense qu'il est quand même bien confiant quand même, parce que quand même 5 défaites d'affilée, on voit que dans le jeu c'est très faible. On voit que là hier, comme tu l'as dit, il a fait tous ces changements un peu en dernière minute en catastrophe. Je pense qu'il est quand même à court d'idées, hein. Même si bien sûr, faut pas oublier tout ce qu'il a fait l'an dernier et la montée et tout ça. Mais je pense que moi, il faudra bien se poser la question. Mais après, si ça arrive, qui pour le remplacer? Parce que sur le marché, il y a quand même pas beaucoup d'entraîneurs de dispo. Fred Antonetti. Ouais, Fred Antonetti. On a Grégory Proman, je crois. Ouais, ce que j'allais dire sur Twitter, t'en as plein de supporters médecins qui pensent aussi à Grégory Proman. Mais bon, vu ce qu'il a fait à Serein, je sais pas si ce serait l'homme de la situation pour c'est toujours pareil. À Serein, est-ce qu'il avait les joueurs pour faire quelque chose? Oui. C'est toujours le même débat avec les entraîneurs. C'est sûr. Tu mets Zinedine Zidane à la tête du FC Metz maintenant, il gagne pas la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mehdi, un petit mot sur Bologna, toi, sur l'avenir. Je trouve Enzo, alors c'est entendable, hein, clairement ce qu'il dit, mais je lui opposerai 2 choses quand même. C'est que la première, je sais pas si c'est une manière de se défausser de sa part, mais l'ASO Bologna est demandeur d'amélioration dans son effectif, et implicitement, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire avec les joueurs qu'il a actuellement. Je pense qu'effectivement, il a tenté pas mal de choses, mine de rien. Il nous a fait quelques compos surprises, et force est de constater que ça ne marche pas. Donc effectivement, l'ASO Bologna est peut-être au bout de ses idées, mais au sujet d'un potentiel remplaçant, qui peut faire quoi avec cette équipe? Je veux dire, on peut mettre n'importe qui. Le seul qui a réussi à faire des miracles jusqu'à présent, c'est l'ASO Bologna. Déjà en Ligue 2, il fait des miracles avec 3 fois rien. Là, on lui demande de faire encore plus avec encore moins. Voilà, encore moins, ou à peine. Ouais. Moi, j'ai surtout de la peine en fait pour cet entraîneur. Alors effectivement, le coaching, tu sens que là sur le match contre Nice, tu sens qu'il est un peu dépassé et il sait plus quoi faire. Mais je suis pas sûr qu'on puisse avoir meilleur dans ces conditions. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas armé, comme on le disait, pas assez bien armé. l'ASO Bologna a déjà demandé à plusieurs reprises. Il s'est inquiété à plusieurs reprises publiquement en conférence de presse. C'est rare, hein, quand même, d'avoir un entraîneur qui revient aussi souvent sur ce genre de sujet, à dire il y a que des arrivées, pas de départ. J'ai besoin de renfort, etc. Je veux dire, c'est plus des appels de phare, là, c'est des appels à l'aide. Voilà. Et donc, pourtant, malheureusement, j'ai envie de dire, il faut un électrochoc dans cette équipe. Alors malheureusement, on sait toujours que l'électrochoc et le disjoncteur, c'est souvent l'entraîneur. Alors Arthur, j'ai pas les chiffres en tête, toi tu les as peut-être, mais la dernière fois que le FC Metz a perdu 6 matchs d'affilée en championnat, je suis même pas sûr. Il me semble que c'est un record. Hein. Philippe Insberger, à l'époque, avant de se faire limoger, il n'avait pas autant de défaites. Ouais, il me semble que 6 défaites d'affilée, c'est un triste record. Sous Albert Cartier, il me semble qu'il y a eu 19 matchs d'affilée sans victoire. Sans victoire, il y avait des matchs nuls. 15, ouais. Et sous Philippe Insberger, malheureusement pour le Hinch, il n'a pas eu le temps d'avoir plus que ça, vu qu'il est parti très tôt pour mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que c'est toujours la même série de défaites. À chaque fois, on n'est pas loin, on n'a pas le sentiment que l'FC Metz est largué. Donc, dans son discours, la Slovénie, il a espoir, mais il tire quand même à boulet rouge sur les personnes qui font le mercato. J'englobe un petit peu tout le monde, que ce soit les gens qui mettent l'argent ou les gens qui. Enfin, c'est surtout une histoire de moyens pour le FC Metz. Je sais pas s'il est à bout de ses idées, mais en tout cas, il est à bout de nerfs de ne pas avoir de renfort. Il a même dit, il me semble que c'était au micro de Prime Video, qu'il était peut-être un peu jaloux des autres concurrents, qui
qui prennent des joueurs pour se renforcer. Alors ouais, comme le dit Mehdi, c'est sûrement un appel à l'aide pour que cet effectif il soit meilleur en qualité, parce qu'en quantité on essaye de dégraisser le mammouth justement pour essayer peut-être de faire venir un joueur d'un autre calibre pour aider le FC Metz, mais peut-être qu'il pourrait faire mieux avec cette équipe Laszlo Bologna en termes d'intention de jeu. Alors sa philosophie a marché pendant pratiquement toute la première partie de saison jusqu'à fin novembre, j'ai envie de dire. Et depuis le début de cette série plus que noire, ben je pense qu'il faut changer quelque chose dans la manière d'aborder les matchs. On sait qu'il est certes, Laszlo Bologna, il est droit dans ses bottes, droit dans ses principes, mais il est capable aussi de voir quand ça chauffe. Bah, il est capable de changer son fusil d'épaule comme il l'avait fait la saison dernière. La saison dernière, bah, c'était l'inverse. On avait un FC Metz, on peut dire chatoyant en début de saison, qui jouait même pratiquement en 4-4-2 avec Miko Tadze et un autre joueur avec lui, avec Ibrahim Agnan aussi sur la pointe de l'attaque. Et depuis la défaite au Havre la saison précédente, bah, Laszlo Bologna, déjà il était un petit peu sur la sellette. Il a un petit peu en quelque sorte sauvé sa peau en Coupe de France. Il y a eu des jeunes qui ont insufflé un nouvel élan, une nouvelle dynamique dans le groupe. Et Laszlo Bologna est parti du principe qu'il devait d'abord être solide défensivement, quitte à être moins beau. Et c'est là que le FC Metz a enchaîné sa formidable série de 25 matchs de mémoire sans la moindre défaite. Donc peut-être qu'il va changer son fusil d'épaule avec l'aide, je sais pas, d'une nouvelle recrue ou sans. Ça on verra, mais faut essayer de changer quelque chose. C'est ça le premier fondement du problème. Mais je pense pas qu'il soit menacé en tant que tel parce que c'est très difficile de faire avec ce qu'il a. En tout cas, on pourra se reposer la question à l'issue du prochain match. Donc Lorient, on va terminer ce podcast par le traditionnel pronostic pour la semaine prochaine pour la réception de Lorient. Mehdi, à toi l'honneur. Je vais pas dire ce que tu espères, mais qu'est-ce que tu vois clairement comme résultat la semaine prochaine? Je me dis qu'après cette match sans victoire, il va y avoir un sursaut d'orgueil à domicile. Le public sera encore présent. J'aimerais voir une victoire 2-1 à l'arraché. Lorient, c'est vraiment pas bon. Est-ce que c'est vraiment moins bon que nous? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas bon. Il y a pas mal de choses à voir défensivement. J'étais au match aller, alors ils se fourvoient tout seuls. Ils sont capables de faire des dingueries. Alors petite victoire 2-1 pour le FC Metz, parce que je crains qu'autrement on arrive très rapidement à un point de non-retour. Enzo? Ouais, moi je suis moins optimiste que Mehdi. Je pense ça va encore être très compliqué encore pour Metz. Je pense que si on fait un match nul, je pense que ce sera déjà bien espéré. Je pense 0-0 pour moi. Et enfin Arthur? L'oiseau de mauvais augure, c'est moi. Je vois le FC Metz s'incliner sur la plus petite des marges, encore 1-0 face au FC Lorient. Et ce serait potentiellement un des tournants de la saison. Bien. Sur une note d'espoir. On va donc terminer ce podcast sur cette magnifique note d'espoir. Alors merci de nous avoir suivis, évidemment. Pensez à activer les notifications, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve dans quelques jours. On fera un spécial bilan du mercato. Et puis bien entendu, on se retrouve après le match face à Lorient. Et on espère une victoire. Allez, moi je vais donner mon pronostic. Allez, un petit 2-0 pour le FC Metz. Je pense comme Mehdi qu'on va avoir droit à un sursaut d'orgueil. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, j'espère que Arthur se trompera. Messieurs, à très bientôt. Bon après-midi, bonne journée à tous. Bye bye. Salut à tous.